Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Le président Félix Tshisekedi dirige la RDC depuis le 24 janvier 2019. Pour les uns, l'homme habite totalement la fonction présidentielle et va marquer son mandat de son empreinte. Mais pour d'autres analystes, sa marge de manœuvre est très réduite, notamment pour s'attaquer aux vrais enjeux de la RDC, dont l'insécurité et la défense de la souveraineté nationale. Le géopolitologue et écrivain Patrick Mbeko est l'un de ceux-ci. Il est notre invité du jour pour en parler. Patrick Mbeko, bienvenue. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je l'ai dit, vous êtes géopolitologue, analyste politique, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Guerre secrète en Afrique centrale, publié aux éditions Contre Culture. Nous l'avons dit, Félix Tshisekedi dirige la RDC depuis donc 7 mois et vous n'êtes pas toujours convaincu de ce qu'il est président en plein exercice de ses prérogatives. Oui, c'est très clair et on peut voir depuis son arrivée au pouvoir sa marge de manœuvre qui est très réduite, en partie parce qu'il y a quand même la main de l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, qui reste quand même très importante dans la gestion des affaires de l'État. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, au regard de la situation intérieure, que M. Félix Tshisekedi a les pleins pouvoirs. Vous avez un regard très sévère sur les premiers pas du président Félix Tshisekedi. Vous pensez aujourd'hui que c'est toujours Joseph Kabila qui dirige la RDC? Écoutez, quand vous arrivez au Congo aujourd'hui, vous posez la question au citoyen lambda, il va vous dire qu'au Congo, il y a 3 présidents. C'est comme ça que les gens ironisent aujourd'hui au Congo. Vous avez le président nommé, donc, entre guillemets, Félix Tshisekedi, vous avez le président élu Martin Fayulu et vous avez le président qui gère les choses de l'arrière-scène, Joseph Kabila. C'est ce que les gens racontent. Maintenant, si on regarde les choses de manière plus concrète, de manière plus claire et précise, on constate quand même que la marge de manœuvre de M. Tshisekedi est très réduite dans la mesure où près de 6 mois oui. Après son arrivée au pouvoir, on n'a même pas encore de gouvernement en partie parce que l'équipe sortante, en tout cas l'équipe sortante a la majorité, il est vrai, au Sénat et au Parlement. Et donc, elle a, cette équipe, une capacité de nuisance non négligeable. Et même la majorité des gouverneurs provinciaux sont de la majorité précédente. Oui. Donc, ce qui fait que la marge de manœuvre de Félix est très réduite. Et en partie aussi, il faut ajouter aussi le fameux deal dont on parle et que personne n'a encore vu pour l'instant, mais qui semble orienter en tout cas les décisions que semble prendre aujourd'hui Félix Tshisekedi. Patrice Mbeko, on va parler très concrètement. Vous faites plusieurs publications, plusieurs analyses et vous évoquez plusieurs thématiques dont l'insécurité, mais surtout la question de la souveraineté de votre pays. Et vous parlez souvent de l'occupation rwandaise. Dites-nous, quelle est la réalité de cette occupation aujourd'hui? Non, aujourd'hui elle est réelle, mais elle a changé de forme. Pendant la deuxième guerre de la RDC de 98 en 2003-2004, avant la signature des accords de Sun City, oui. C'était une occupation qui était militaire et qui était visible. Oui. Après cette année, après 2004, avec l'installation du gouvernement de transition qui va mener aux élections, les premières élections de 2006, oui. On a eu une occupation qui était beaucoup plus subtile. Après, le Rwanda a entrepris de créer des rébellions de façade estampillées congolaises, mais qui étaient en fait rwandaises et qui déstabilisaient le Congo au nom de la préservation ou de la sécurité des Banyamulenge à l'est du Congo. Donc tous ces arguments-là ont permis au Rwanda de déployer une stratégie beaucoup plus subtile qui lui a permis aujourd'hui d'installer ces hommes à l'est du Congo de manière très subtile et ceux-ci aujourd'hui ont intégré les FARDC. Et c'est ce qui est quand même assez incroyable parce qu'aujourd'hui vous avez au sein des FARDC à l'est de la RDC des troupes qui ont appartenu à l'armée rwandaise et qui font aujourd'hui partie de l'armée congolaise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est même dans les rapports des Nations Unies depuis 2001. Il y a aussi le rapport de l'ONG américain Refugee International qui a amplement documenté ce phénomène. Allons-y pas à pas, Patrick Mbeko. Vous dites aujourd'hui qu'il y a en RDC, dans votre pays, la RDC, des Rwandais qui sont au fond de faux rebelles. Ceux que nous considérons comme des rebelles sont en réalité des hommes qui obéissent au président Kagame. Exactement. Et la preuve en est que ces hommes-là, pendant très longtemps, ont toujours refusé d'être mutés ailleurs. Vous avez déjà vu des hommes, des militaires qui font partie d'une armée et qui refusent d'être mutés dans d'autres coins du pays. Ils préfèrent rester à l'est, à la frontière, au Kivu, qui partage la frontière avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est une marge de manœuvre conséquente pour eux. En cas de problème, ils peuvent facilement regagner le Rwanda. Un autre exemple, le plus récent d'ailleurs, vous avez Bosco Ntaganda, qui vient d'être condamné par la Cour pénale internationale pour ces crimes commis en RDC. Ce monsieur était quand même général
au sein des FARDC. Or, ce monsieur est un militaire rwandais, il l'a reconnu devant la CPI et il a appartenu à l'armée patriotique rwandaise. Vous avez un autre homme, Laurent Kunda Batware, qui était officier, encore une fois, au sein des FARDC, qui est à la tête d'une rébellion qu'on appelle le CNDP, rébellion entre guillemets congolaise, mais qui aujourd'hui vit paisiblement à Kigali. C'est quoi la mission de ces hommes aux ordres de Paul Kagame, du président Kagame, qui serait dans votre pays? La mission du Rwanda à l'est du Congo, elle est double. En partie, c'est d'abord d'occuper les terres de l'Est qui sont riches en ressources naturelles, mais aussi ce sont des terres qui sont très fertiles. Et en deuxième lieu, c'est le piège de ressources. Parce que comme l'ont dit les experts des Nations Unies à plusieurs reprises, le Rwanda a toujours déstabilisé l'Est du Congo pour d'une part piller les ressources congolaises et d'autre part déverser une partie de sa population à l'Est de la RDC, populations qui sont estampillées populations congolaises, donc revenant du Rwanda comme étant des réfugiés. Et c'est ça qui est très dangereux. Et c'est ça qui cause aujourd'hui beaucoup de problèmes et de tensions sociales à l'Est de la RDC. Et je renvoie nos téléspectateurs, vos téléspectateurs, au rapport de Refugee International, qui est une ONG américaine, qui a amplement documenté ce phénomène. Mais il y a aussi les Maïmaï locaux qui sèment la terreur dans de nombreuses régions de votre pays. Non, il y a des groupes armés qui sèment la terreur à l'Est du Congo, c'est un fait. Mais il faut comprendre, il faut toujours situer tout ça dans un contexte global. Avant la déstabilisation de 96 puis de 98, on n'avait pas beaucoup de ce genre de phénomène. On l'a observé par la suite parce que Kagame avait compris qu'il avait besoin d'un justificatif pour intervenir en RDC. En premier lieu, c'était la présence des génocidaires, soi-disant génocidaires Hutus. Aujourd'hui, cet argument ne résiste plus à l'épreuve de la réalité. Maintenant, on crée des groupes armés et des rébellions entre guillemets estampillées congolaises qui font le travail à la place de... Ce n'est pas excessif de parler d'occupation rwandaise? Non, ce n'est pas excessif parce que c'est amplement documenté. Le problème, c'est que si vous allez aujourd'hui sur Internet, vous tapez « rapport sur le pillage de la RDC », vous allez trouver beaucoup de rapports des Nations Unies qui documentent ce phénomène. Le président Félix Tshisekedi est soucieux de rapports de bon voisinage avec ses voisins, notamment son voisin rwandais. On voit une forme d'amitié, quasiment, entre les deux chefs d'État. Et vous considérez que c'est là l'expression de la perpétuation de l'occupation? Moi, je pense qu'il y a un problème au sommet de l'État congolais qui est quand d'abord on commence par faire une lecture très erronée de la réalité. Vous ne pouvez pas, la RDC ne peut pas se permettre de se réconcilier avec le Rwanda sur le dos de la population congolaise qui a quand même beaucoup souffert des activités nocives de l'armée rwandaise à l'est de notre pays. Il faut quand même rappeler que le Rwanda a massacré systématiquement des populations à l'est du Congo, y compris les Hutus rwandais. Il y a un rapport qu'on appelle le rapport Mapping qui a amplement documenté et qui parle d'un possible génocide. Alors vous trouvez normal, vous, qu'aujourd'hui un chef d'État se réveille un matin, se réconcilie avec un pays qui a toujours déstabilisé son pays et qui a toujours massacré des gens sans même se soucier de ce que peut penser la population congolaise de tout ça. Moi, je n'ai pas de problème à ce que le Congo se réconcilie avec le Rwanda. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problème entre les Congolais et les Rwandais. Il y a un problème entre le Congo, les Congolais et Paul Kagame qui a souvent déstabilisé ce pays, a massacré des gens. Mais peut-on pacifier la RDC en ayant des rapports conflictuels avec le président Kagame? Le problème, c'est qu'on va pacifier quoi? Les opérations de déstabilisation du Rwanda. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de se réconcilier avec une personne qui entretient l'instabilité à l'est du Congo. Et on le voit aujourd'hui avec l'entrée récente de troupes rwandaises qui ont directement reçu, d'après de sources sûres, des tenues des FARDC et qui opèrent à l'est de notre pays au détriment, encore une fois, de la population. La situation est très complexe et dans un rapport d'ailleurs publié par vos collègues chercheurs Thierry Vécolon et Jean Batori, un rapport intitulé « Province du Sud, Kivu, un champ de bataille multidimensionnel méconnu ». Vous semblez là faire des révélations. Se pose la question, comment on sort de là? Mais pour sortir de là, je pense qu'il faut d'abord commencer par pointer les responsabilités. Le problème aujourd'hui au Congo, c'est qu'on ne pointe pas les véritables responsables du drame que connaît ce pays. On commence par dire que ce sont des groupes armés, on va condamner Bosco Ntaganda à la CPI, alors que Bosco Ntaganda est en fait qu'un épiphénomène. Bosco Ntaganda est une fabrication, il a servi une armée, il a servi un système, et ce système se trouve à Kigali, qui lui-même dépend encore des systèmes beaucoup plus macro au niveau des pays occidentaux comme les États-Unis et la Grande-Bretagne qui soutiennent ce pays depuis très longtemps. Merci pour vos éclairages. Vous êtes géopolitologue, analyste politique, écrivain, plusieurs ouvrages sous votre plume, dont celui-ci, Guerre secrète en Afrique centrale, publié aux éditions Contre Culture. Merci Patrick. Au plaisir. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.